de lui du million de personnes désormais atteintes par le Covid-19. Chérie, ça va? Oui, ça va, chérie. J'ai signé. On est couvert. Avec l'assurance Leadway Protection, assurez à votre famille un soutien financier en cas de décès, d'invalidité ou de maladie grave, y compris Covid-19. Vous prenez soin de ceux que vous aimez, nous prenons soin de vous. Souscrivez à 9 900 francs par an et recevez 500 000 francs en cas de sinistre. Rejoignez-nous. Leadway Vie. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI 1. Voici les grands titres de ce 20h. Le Conseil national de sécurité s'est réuni ce jeudi sous la présidence du chef de l'État, Alassane Ouattara. La situation sécuritaire et sanitaire était au cœur de la rencontre. Le ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, a évoqué l'attaque survenue la nuit dernière à Kafolo, dans laquelle ont péri des militaires ivoiriens, une dizaine selon le bilan. La zone attaquée dans l'extrême nord, près de la frontière avec le Burkina Faso, est sous contrôle des forces armées ivoiriennes. Un ratissage est en cours pour mettre hors d'état de nuire les groupes armés et sécuriser le territoire ivoirien. Un dispositif a été renforcé pour la sécurité. La sécurité sanitaire est aussi renforcée en Côte d'Ivoire. Des mesures ont été prises pour lutter contre la Covid-19. Les bars et boîtes de nuit, ces lieux festifs sont interdits d'ouverture depuis le mois de mars. Un temps d'arrêt d'activité qui impacte la vie des propriétaires et des travailleurs. Quel est l'appui de l'État? Élément de réponse dans le dossier de ce 20h. De façon exceptionnelle, en raison de la Covid-19, le ministère de l'Éducation nationale a annoncé la suppression de l'examen du CEP cette année. Les candidats officiels seront évalués à partir des notes obtenues au contrôle continu. En revanche, les candidats libres vont subir les épreuves de l'examen du CEP. Soyez les bienvenus sur RTI 1. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, vient de présider un conseil national de sécurité. Au cœur de la rencontre, la situation est sécuritaire et sanitaire en Côte d'Ivoire. Le ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, a évoqué l'attaque survenue la nuit dernière au nord-est ivoirien. Un poste mixte armée-gendarmerie à Kafolo, dans l'extrême nord, près de la frontière avec le Burkina Faso, a été la cible d'attaque par des individus armés. On déplore une dizaine de morts au sein des forces de défense et de sécurité. Nous écoutons le ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, à l'issue de la réunion du CNS tenue ce jeudi. Au titre du ministère de la Défense, le Conseil a été informé par le chef d'état-major général des armées de l'attaque survenu dans la nuit d'hier d'un poste avancé de Fassi dans le nord-est de la Côte d'Ivoire. Le chef d'état-major général a produit un communiqué qui fait état d'un bilan d'une dizaine de morts, des blessés. Et également, le président de la République, chef suprême des armées, a présenté toutes ses condoléances aux forces armées et aux familles endeuillées. Il a adressé ses vœux de prompt rétablissement à tous les blessés et il a instruit l'état-major à faire en sorte que le calme règne dans cette région et qu'une enquête soit menée pour donner tous les éléments d'information par rapport à cet incident. Et une opération de ratissage à court en ce moment pour rattraper et neutraliser tous les terroristes auteurs de cette attaque. Le président de la République a tenu d'abord à rassurer les populations sur son engagement à tout mettre en œuvre, à donner tous les moyens pour que notre pays soit en paix et pour nous faire confiance. C'est vrai que ça et là, il peut y avoir des attaques, mais ce qu'il faut observer, ce sera toujours notre capacité à faire face. Et très rapidement. Les 6 blessés de l'attaque de Kafolo sont arrivés ce jeudi à Abidjan à la mi-journée. Ils ont été accueillis à l'aéroport par le ministre d'État, ministre de la Défense. Il a apporté le réconfort de l'État à ces soldats ivoiriens qui se sont battus contre l'ennemi la nuit dernière. Le ministre d'État, Ahmed Bakayoko, condamne une attaque terroriste et confirme que la Côte d'Ivoire va renforcer la sécurité pour faire face à la menace. Kolo Koulibaly. C'est à bord
de l'Antonov 26 de l'armée ivoirienne que les 6 blessés de l'attaque de Kafolo sont arrivés à la base aérienne d'Abidjan, qui, touchés à la cuisse, qui d'autres au bras, des soldats blessés physiquement, mais visiblement au moral haut, et ce, à raison, puisque la hiérarchie militaire ne les abandonne pas. On a des soldats, d'accord? On se soigne et puis on repart rapidement au nom de tous ceux qui sont décédés. Ok? Alors, je compte sur vous. Beaucoup de courage à vous. Je passerai vous voir à l'hôpital demain. C'est ce même message de détermination qu'affiche le gouvernement. Le ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, était lui-même à l'aéroport pour accueillir les 6 blessés. Quelques moments d'échange pour réconforter les hommes revenus du front. Une attaque qui a commencé vers 3 heures du matin. Une attaque hier nuit dans la localité de Kafolo, nord-est de la Côte d'Ivoire, qu'on nous a signalé des blessés. Et immédiatement, on a déployé l'armée de l'air afin de ramener très rapidement nos blessés. C'est une attaque terroriste. Immédiatement, il y a eu un renfort. Nous sommes en plein ratissage. Les hommes sur le terrain à Kafolo ont aussitôt reçu du renfort. Le gouvernement n'entend pas s'arrêter là. Représailles ou pas, la seule réponse des États, c'est de faire face. Nous nous organisons pour faire face. On avait des informations sur cette menace des narcotrafiquants et alliés aux terroristes pour avoir un accès à une zone portuaire. La Côte d'Ivoire était effectivement dans la zone de Mie. Nous avons pris des dispositions, mais là, nous ferons le point de cette attaque-là et puis renforcer notre présence autour de la frontière. Et je pense qu'immédiatement, il y aura du renfort aérien et le ratissage permettra, j'en suis sûr, de neutraliser ceux qui ont fait ça. Les forêts sont toujours très difficiles à surveiller. Donc l'opération conjointe avec le Burkina, justement, avait pour but d'évaluer les différentes menaces à l'intérieur de cette forêt et nous n'allons pas nous arrêter. Le plus important pour nous, c'est de protéger nos populations et protéger notre territoire. Nous avons un niveau d'organisation de nos forces qui nous permet de faire face. Et vous allez voir dans les jours qui viennent, la réponse sera à la mesure de cette attaque-là. Le bilan reste pour l'instant à une dizaine de morts, 6 blessés et un assaillant neutralisé. Les blessés, eux, sont transportés à l'hôpital militaire et autres centres spécialisés pour recevoir les soins appropriés. Voilà, la zone attaquée dans l'extrême nord, près de la frontière avec le Burkina Faso, est sous contrôle des forces armées ivoiriennes. Un ratissage est en cours, vous l'avez entendu, pour mettre hors d'état de nuire les groupes armés et sécuriser le territoire ivoirien. Des moyens conséquents ont été déployés. Un dispositif a été renforcé pour la sécurité des personnes et leurs biens, comme nous le témoigne Abou Sanogo. L'armée ivoirienne est en alerte à la frontière nord avec le Burkina Faso. Depuis le mois de février 2020, elle a lancé une vaste opération de sécurisation de la bande frontalière commune sur les quelques 580 km de frontières terrestres que partage la Côte d'Ivoire avec le Burkina Faso et le Mali. Et cette opération vise à endiguer dans cette zone tout trafic illicite, les braquages à main armée, mais surtout l'action de groupes armés terroristes à l'étape embryonnaire. Et il s'agit donc d'empêcher l'installation de bases terroristes sur le territoire ivoirien. L'armée ivoirienne contrôle la zone comprise entre l'Aliraba, Petit Nagpou, Sikolo et Kafolo. Des hommes ont été engagés sur le théâtre des opérations avec des moyens conséquents pour sécuriser cette zone frontalière. Ils sont au nombre de 1000 soldats. Un déploiement en vue d'une sécurisation optimale. Il s'agit pour les militaires ivoiriens d'exécuter de manière efficace leur mission de protection des populations et de leurs biens. La présence des troupes engagées sur le théâtre des opérations a permis d'obtenir des résultats probants. Un dispositif qui a d'ailleurs permis de contenir l'attaque de Kafolo. Des bases terroristes ont été démantelées et leurs hommes neutralisés. Aucune base terroriste n'existe sur le territoire ivoirien. Toutes les zones identifiées comme pouvant servir de refuge dans la forêt de la Komoé font l'objet de fouilles et de ratissages. La zone nord est sous contrôle des forces armées ivoiriennes. D'ailleurs, le chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée Lassina Doumbia, lors de sa visite à ses hommes le 22 avril dernier, affirmait: Nous estimons qu'aucun État ne devrait laisser une quelconque partie de son territoire être utilisée pour s'organiser, pour préparer et mener des attaques terroristes en territoire voisin
ou s'y réfugier après avoir commis de tels forfaits. C'est une question qui relève de la morale. Cette zone pourra être stabilisée de façon durable. Pour renforcer son combat contre ces fléaux, une académie internationale de lutte contre les terroristes va bientôt ouvrir ses portes à Jacquesville. Et cette académie est un puissant moyen pour réformer les troupes ivoiriennes et étrangères lors d'une situation de crise. Elle permettra d'anticiper, voire neutraliser d'autres attaques terroristes sur l'ensemble du territoire et même au-delà. Pour l'attaque du poste mixte armée-gendarmerie à Kafolo dans la sous-préfecture de Sikolo, au nord-est de la Côte d'Ivoire, les enquêtes sont en cours pour déterminer la nature, les circonstances et le bilan définitif. La Côte d'Ivoire est aussi au front sanitaire. Le pays engagé dans le combat contre le coronavirus mise sur la sensibilisation. Les réunions s'enchaînent au Conseil national de sécurité. Je rappelle, ce jeudi, le chef de l'État, Alassane Ouattara, a présidé une réunion du CNS. La situation sécuritaire, nationale et sanitaire était au menu. Le CNS a fait l'évaluation du plan de riposte contre la COVID-19. Des décisions ont été prises, notamment le maintien de l'isolement du Grand Abidjan, renforçant le contrôle aux entrées et sorties. Nous écoutons le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Eugène Aka-Aweli. Le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a présidé ce jeudi 11 juin 2020 une réunion du Conseil national de sécurité. Cette séance a permis d'examiner l'évolution de la maladie à coronavirus dans notre pays, prenant en compte le rapport du comité scientifique et après analyse, le Conseil national de sécurité fait les constats suivants. L'évolution du nombre de cas positifs, 3 mois après le début de la maladie en Côte d'Ivoire, est en ligne avec les prévisions. La hausse enregistrée depuis le début du mois de juin 2020 est en lien avec la stratégie de dépistage ciblé et une non-application des mesures barrières par les populations. Le taux de létalité est maîtrisé à environ 1% contre une prévision de 5%. Et le nombre de cas sévères s'élève à moins de 100 contre 800 projetés. Le retour des élèves, enseignants et personnels d'encadrement à l'intérieur du pays, avec la réouverture de l'école, n'a pas modifié l'épicentre de la pandémie qui reste à Abidjan avec 95% des cas. Le système sanitaire a été doté de moyens supplémentaires pour prendre en charge les cas de maladies nécessitant des hospitalisations, notamment en soins intensifs, le taux d'occupation des lits d'hospitalisation étant en moyenne inférieur à 30%. Le port du masque et le respect de la distance sociale deviennent plus que jamais impératifs pour briser la chaîne de contamination. Le Conseil national de sécurité prend acte de la volonté du comité scientifique de poursuivre les analyses sur les caractéristiques de la pandémie pendant encore une période de 2 semaines. Le Conseil note la nécessité de renforcer la capacité de diagnostic et de prise en charge de la maladie à l'intérieur du pays au regard de la forte probabilité d'une durée plus longue de la pandémie. Enfin, le Conseil se félicite de l'engagement citoyen du corps médical, des forces de défense et de sécurité et de tous les acteurs engagés dans la mise en œuvre du plan de riposte sanitaire. Tenant compte de la situation et après avis du comité scientifique, le Conseil national de sécurité décide, et ce jusqu'au mardi 30 juin 2020, du maintien de l'état d'urgence, du maintien de la fermeture des frontières terrestres, aériennes et maritimes, du maintien de la fermeture des bars, boîtes de nuit, cinémas et lieux de spectacle, du maintien de l'isolement du Grand Abidjan en renforçant le contrôle aux entrées-sorties et en sanctionnant les cas de violation, du maintien de l'interdiction des rassemblements de population au-delà de 200 personnes pour l'intérieur du pays,
du maintien de l'interdiction des rassemblements de population à Abidjan, dont le maximum autorisé est dorénavant réduit de 200 à 50 personnes, du suivi sanitaire systématique de toute personne venant de l'extérieur du pays. Le Conseil national de sécurité a également décidé de la réquisition de capacités d'hébergement additionnelles dans le Grand Abidjan en vue de l'isolement des patients souffrant de formes asymptomatiques ou légères, de l'installation de capacités de prise en charge de formes légères, sévères et des cas contacts à l'intérieur du pays, prioritairement dans les villes de Bouaké, Korogo, Abangourou, San Pedro, Mans et Daloa avant la fin du mois de juin 2020, du renforcement du contrôle de l'obligation du port de masque, notamment par la sensibilisation communautaire et la répression en raison de la non-application par la majorité des mesures barrières et la distanciation sociale. Le Conseil national de sécurité appelle à l'implication de tous, notamment les élus, les chefs traditionnels et les chefs de communauté, à la sensibilisation au respect des mesures barrières. Voilà, restons prudents. Le coronavirus est toujours menaçant. Le virus continue de circuler. En témoignent les chiffres qui viennent d'être dévoilés par le ministère de la Santé. Ce jeudi, on dénombre en Côte d'Ivoire 223 nouveaux cas et 38 nouvelles guérisons, 0 décès. Nous y reviendrons dans nos prochains journaux. Continuons donc de respecter les gestes barrières pour stopper ce virus qui touche plusieurs pays. Ce 11 juin, on dénombre en Afrique, notamment au Ghana, 10 358 cas confirmés, 48 décès. Au Burkina Faso, 892 cas confirmés, 53 décès. Au Mali, 1722 cas confirmés, 97 décès. En Guinée, 4258 cas confirmés, 23 décès. Au Libéria, 410 cas confirmés, 31 décès. Et dans le monde, on dénombre ce jour 7 543 597 cas confirmés, 3 823 427 guérisons et enfin 421 510 décès. En RD Congo, le docteur et prix Nobel Denis Mukwege, chargé de la riposte contre le coronavirus, a démissionné. Il avait été nommé le 30 mars dernier par le gouverneur de la province du Sud Kivu comme vice-président de la commission multisectorielle de la lutte contre la COVID-19. Il dénonce les faiblesses organisationnelles entre les différentes équipes. Pour lui, le délai requis de plus de 2 semaines pour recevoir les résultats des prélèvements envoyés à Kinshasa a constitué un handicap majeur pour sa stratégie basée sur tester, identifier, isoler et traiter. Pour barrer la route au coronavirus en Côte d'Ivoire, on continue de sensibiliser sur les gestes barrières au point de presse du gouvernement. Aujourd'hui, le tableau sanitaire et sécuritaire du pays a été présenté, tout comme hier d'ailleurs. Plus de 4000 cas de personnes infectées. Le ministère de la Sécurité suspend toute animation dans les restaurants maquis. Gabriel Zani. 3 mois après l'apparition du premier cas de coronavirus, la Côte d'Ivoire a passé le cap des 4000 cas positifs le mercredi 10 juin. Depuis des semaines, de Cocody à Makori, d'autres grands foyers du virus se sont développés à Bobo, Yopougon et Koumassi. Et dans les quartiers de ces communes, la COVID-19 circule au sein des familles où la distanciation physique et le port du masque sont difficiles à respecter. Le virus continue activement de circuler, surtout au niveau communautaire. Il y a une inobservance ou mise en œuvre insuffisante, le plus souvent des mesures sécuritaires et sanitaires. En particulier les mesures barrières, pourtant seules capables, dans le contexte actuel, de nous prémunir contre l'infection par le coronavirus. De 20 à 30 cas positifs, le pays enregistre ces derniers jours plus de 100 cas sur des échantillons d'au moins 600 personnes. Et même si l'intérieur du pays est encore faiblement impacté, le bilan risque de s'alourdir. Malgré la faible létalité, les pertes sont lourdes et concernent pour la plupart des piliers de famille ou de communauté ou des jeunes en pleine activité, dont les conséquences sociales pour les familles
sont incalculables. Je le répète, la pandémie n'est pas encore finie. Malgré la reprise de la normalité du coût de la vie. Inverser la tendance actuelle, c'est le défi de la stratégie de riposte qui est dépister, isoler, tracer et traiter les malades. Mais l'adhésion des populations aux mesures barrières est primordiale pour le succès de la lutte contre le coronavirus. 2 questions, sujets de désordre, voire d'indiscipline nous intéressent. Notamment, l'attitude de certains compatriotes dans les lieux publics, spécifiquement ce jour dans les restaurants et maquis où ils méprisent toutes les règles sécuritaires et sanitaires en vigueur. Pour ce qui est des maquis et restaurants, il est impératif d'indiquer la suspension de toute animation, promotion des produits, source de débordements massifs aux 10 endroits. En deuxième point, les voyages et convois clandestins dont les organisateurs et usagers font quotidiennement l'objet d'interpellations et de refoulements à nos postes de sortie et d'accès au Grand Abidjan. Plus de 8000 voyageurs clandestins sont interpellés et refoulés dans leur zone d'origine depuis le reconfinement du Grand Abidjan. Voilà, la sécurité sanitaire se renforce dans notre pays. Vous le savez, des mesures ont été prises pour lutter contre la COVID-19. Les bars et boîtes de nuit, ces lieux festifs sont interdits d'ouverture depuis le mois de mars. Un temps d'arrêt d'activité qui n'est pas sans conséquences pour les propriétaires et les travailleurs de ces bars et boîtes de nuit. Mais comment vivent-ils? Quel est l'appui de l'État? Élément de réponse dans ce dossier signé Konaté Moussa. Un bar dans la commune de Marcouri. C'est jour de rendez-vous pour Anissi et quelques employés de son établissement. Cette rencontre hebdomadaire est initiée juste pour l'entretien du matériel. Je suis venu faire l'entretien des appareils. De temps en temps, on vient juste essuyer un peu, enlever la poussière. Cela fait bientôt 3 mois que les bars et boîtes de nuit sont interdits d'ouverture. Une mesure sécuritaire et sanitaire dans le cadre de la lutte contre la maladie à coronavirus. Anissé comprend la mesure, mais commence à trouver le temps long. On pensait que réellement on devait avoir l'ouverture bientôt, mais hélas, ça n'a pas été fait. Nous venons ici avec le gérant pour voir les factures impayées, parce qu'actuellement nous avons 2 mois de loyer impayés. Nous sommes en train de rentrer en contact avec le propriétaire pour qu'elle puisse nous aider à ce que nous puissions carrément sortir là pour que nous puissions régler ça. Les bars et boîtes de nuit fermées, la décision est respectée pour la plupart. Mais comment gérer son quotidien? Pour les employés, une épineuse interrogation. Voici des personnes, on paye au jour le jour. Il y a problème, c'est-à-dire qu'il y a un blocage. On ne peut plus fonctionner. Celui qui est payé par jour, comment il peut s'en sortir au quotidien? Voilà le problème. Nous, les acteurs de la nuit, nous sommes les plus touchés. Parce que les autres, certaines activités travaillent. Mais nous, jusqu'à présent, les bars et les discothèques ne sont pas encore ouverts. À Yopougon, autre commune du district d'Abidjan, nous rencontrons Hervé. Il est disque jockey dans une boîte de nuit à la rue Princesse. Depuis l'arrêt de son travail dû à la crise sanitaire, il passait ses journées avec son collègue. Quand il n'y a pas de revenus, qu'il y a des sorties d'argent, donc ça pèse pour finir. Les ressources me sont épuisées, pour être franc. C'est vrai qu'on n'accuse personne, mais c'est pas facile en tout cas. C'est pas facile. D'un bar à un autre, la situation des employés est gérée différemment. Joachim est propriétaire de cet établissement. Son bar toujours fermé, mais un effort est fait en faveur des travailleurs. Le 21 mars, comme tout le monde, nous avons appris qu'il fallait fermer les bars. Donc on s'est conformé aux décisions du gouvernement. Évidemment, quand on ne travaille pas, vous savez ce que c'est. Nous avons pris bien soin de payer le personnel pour le mois de mars, puisqu'on était déjà vers la fin du mois. Nous avons fait l'effort de payer la moitié des salaires fin avril et nous nous apprêtons aussi à payer les salaires fin mai. Comme tous les secteurs d'activité, la pandémie de Covid-19 frappe de plein fouet les bars et boîtes de nuit. Le plan de riposte adopté par l'État de Côte d'Ivoire prévoit un soutien aux petites et moyennes entreprises impactées par la crise sanitaire. Les bars et boîtes de nuit en sont également des bénéficiaires. Les bars sont concernés si effectivement ils sont
légalement constitués, s'ils ont un chiffre d'affaires inférieur à 1 milliard de francs CFA. Par ailleurs, je voudrais également indiquer que pour les acteurs qui sont dans ce secteur, le maquis et bar, mais qui effectivement ne sont pas suffisamment constitués, peuvent postuler pour le fonds d'appui aux acteurs du secteur informel. Nous invitons tous les propriétaires de maquis et bar qui remplissent les conditions à s'inscrire sur le site internet fspme.agencecote-d'ivoire-pme.ci pour effectivement soumissionner pour les différents fonds. Les propriétaires et employés de ces lieux festifs ne sont donc pas oubliés. La tutelle mesure l'ampleur des difficultés. Les boîtes de nuit qui jusque-là restent fermées avec l'ensemble des bars sont en relation avec nous et à l'issue des réunions que nous avons eues, nous constatons qu'aujourd'hui les pertes se chiffrent entre 18 et 20 milliards sur la période concernée. Et aujourd'hui, c'est un peu plus de 10 000 personnes qui sont touchées par le chômage. Nous sommes en contact avec eux. Nous avons eu des réunions qui permettent de faire des avancées, de faire des propositions concrètes, des propositions partagées avec des avis qui sont émis de part et d'autre. Et à la fin, nous voulons une démarche consensuelle à l'effet de les aider du mieux que nous pouvons avec l'aide de l'État, des aides déjà établies et pour celles qui ne sont pas établies, envisager, si possible, des mesures appropriées pouvant aider à la relance de ce secteur qui est important. Les bars et boîtes de nuit doivent demeurer fermés jusqu'à nouvel ordre. Les acteurs sont donc invités à se conformer à cette décision. Vivement que cette pandémie puisse finir pour le bonheur de tous. Bars et boîtes de nuit en attendant le retour de la symphonie, c'était un sujet réalisé pour vous par Konaté Moussa. En cette pandémie, heureusement, la solidarité envers le Centre national de transfusion sanguine s'accentue. Le CNTS nous invite à donner de notre sang pour sauver des vies. L'appel a été entendu par la grande chancellerie. Tout le personnel ainsi que leurs familles viennent au secours de la banque de sang en cette période de crise sanitaire. L'institution démontre ainsi sa citoyenneté, un exemple à suivre donc. De façon exceptionnelle en raison de la COVID-19, le ministère de l'Éducation nationale a annoncé la suppression de l'examen du CEP cette année. Les candidats officiels seront évalués à partir des notes obtenues au contrôle continu. En revanche, les candidats libres vont subir les épreuves de l'examen du CEP 2020. Abdoulaye Koné. Kandia Camara l'avait annoncé il y a une semaine. Pour être admis en classe de 6e, les candidats officiels du CEPE seront évalués à partir des notes obtenues au contrôle continu. Mais la mesure n'était pas assez explicite et cohérente pour les candidats libres. Sur instruction du ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, Mme Kandia Camara, et dans un souci d'équité, les candidats libres au nombre de 6 596 répartis dans les inspections d'enseignement primaire et préscolaire des 41 directions régionales de l'éducation nationale du pays vont subir les épreuves de l'examen du CEP 2020 simultanément à l'examen blanc numéro 2 des candidats officiels. La direction des examens et concours rappelle que les sujets de cette évaluation à venir seront du même format que ceux des examens de fin d'année. L'ouverture des secrétariats aura lieu le lundi 22 juin 2020. 4 épreuves écrites seront au programme et les résultats seront proclamés le 8 juillet à 14h30, suivi de la distribution des relevés de notes. Enfants, ils donnent l'exemple en s'impliquant dans la lutte contre la COVID-19. Les lauréats de la télé-réalité 1 à 12 chantent pour lutter contre la propagation du coronavirus, sensibilisés par la chanson. Et c'est le but du collectif 1 à 12. Mais qui sont ces enfants, ces anges engagés dans la COVID-19? Nous en reparlerons dans nos prochains journaux.
La politique générale du gouvernement pour la promotion des PME, bilan et perspectives. C'est le thème du grand oral du ministre de la promotion des PME, Félix Anoblé, devant les sénateurs à Yamoussoukro. Une séance d'information pour répondre aux préoccupations des populations. On en sait plus avec Kader Sogodogo depuis Yamoussoukro. Dès sa prise de fonction, le président de la République, Alassane Ouattara, s'est fixé comme objectif de faire des petites et moyennes entreprises PME un rempart sûr du dynamisme de l'économie ivoirienne. Environ une décennie après, comment se porte le secteur? Le Sénat veut en savoir davantage, surtout en cette période de la Covid-19. Le Sénat a salué la mise en place d'un plan de soutien économique, social et humanitaire de 1700 milliards, comprenant notamment un fonds de soutien Covid-19 aux PME de 150 milliards de francs CFA. 150 milliards, est-ce suffisant? Monsieur le ministre, nous nous posons la question de savoir quels sont les critères que doivent remplir les PME pour bénéficier d'un financement provenant de ce fonds. Quelles sont les garanties pour une gestion transparente de ces fonds? Quelles sont les mesures prises pour accompagner durablement les PME en proie aux effets de la crise sanitaire actuelle? C'est à toutes ces interrogations que les sénateurs voudraient avoir des réponses. Monsieur le ministre, le Sénat, en tant qu'institution de représentation nationale, est bien conscient des efforts consentis par le gouvernement en vue non seulement de promouvoir les PME, mais également d'alléger les effets pervers de la crise sanitaire sur les PME et sur l'activité économique de notre pays. C'est pourquoi je voudrais, en mon nom propre et au nom de tous les sénateurs, réitérer mes vives félicitations au président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, et au Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, pour l'ensemble des mesures prises jusque-là en faveur de ce secteur qui fait vivre la majorité de la population ivoirienne. Pour la présentation, Félix Anoblé, ministre de la promotion des PME. 60 000 PME formelles, plus de 150 000 entreprises informelles, plus de 20% du PIB, 12% de l'investissement national, 23% de la population active, les PME font leur petit bonhomme de chemin sous la houlette du gouvernement. Le gouvernement s'est engagé à mettre en place une politique ambitieuse de promotion et de développement des petites et moyennes entreprises. Cette politique s'inscrit dans la droite ligne des décisions prises par le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, soutenue et mise en œuvre par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, chef du gouvernement. Au lendemain de la crise post-électorale, repose sur sa vision de disposer d'un tissu dense de PME productives et compétitives. Elle est également conforme à la politique régionale de promotion et de financement des PME initiée par l'UEMOA. La dite politique traduit notre ferme ambition de positionner effectivement la promotion et le développement des petites et moyennes entreprises comme une priorité nationale. Pour accompagner les PME, l'État a créé plusieurs mécanismes de financement. Un volet important, la Covid-19, 150 milliards de francs CFA de l'État. Les conditions d'accès à ce financement sont connues. Il s'agit donc d'être une entreprise légalement constituée, produire les états financiers donc, passés et prévisionnels, produire les déclarations donc CNPS, produire un plan de continuité de l'entreprise. Quelles sont les perspectives pour le secteur des PME? Nous sommes en train donc de mettre en œuvre l'ensemble des tests qui permettent de faire en sorte que d'ici, nous dirons fin 2021, la Côte d'Ivoire puisse dire véritablement qu'elle est un pays soutenu par ses PME. Parce que nous considérons que 12 à 18% de participation au niveau donc, du PIB, c'est faible pour les possibilités qui existent. Un programme est mis en place pour permettre de créer en Côte d'Ivoire de nombreuses entreprises manufacturières pour transformer les produits agricoles de la Côte d'Ivoire. Prochain invité devant le Sénat, Kandia Kamisoko Kamara, avec le ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, il sera question de la qualité de l'enseignement dans nos écoles en cette période de coronavirus.
Et nous poursuivons notre périple dans ce 20 heures. Je vous conduis sur l'axe Touba, Ouanninou, Ferentella, Ganwe, Belo, Soula. Cet axe va être bitumé, une promesse vieille de plus de 40 ans qui se réalise. Le ministre de l'équipement et de l'entretien routier, Amédée Kofi Kwaku, à la tête d'une délégation ministérielle, a lancé les travaux de bitumage de cet axe à la grande joie des populations du Bafing. Eve Bouy pour le reportage. Les travaux de bitumage de l'axe Touba, Ferentella, Ouanninou, Ganwe, Belo, Saoula sont lancés à Ouanninou. Par ses coups de pioche, le président Alassane Ouattara honore ainsi une vieille promesse. Depuis 1974, ça a été annoncé à Touba pour dire que Ouanninou a goudron par le premier président qui est à le Fouet. 1974. Le bitumage de cette voie permettra de désenclaver les localités impactées et ainsi booster le développement de la région du Bafing. Les gens ont coutume de dire que la route précède le développement et quand cette route est améliorée par le bitume, ça ne fait qu'apporter vraiment beaucoup de baume dans le cœur des populations. Cette voie-là va nous aider à rapprocher Touba de Ouanninou, à rapprocher Biancoumont de Ouanninou et faciliter la circulation des personnes et des biens. Les échanges avec la Guinée voisine seront aussi facilités. Le Bafing est donc en train d'embarquer dans le temps de l'émergence. Les acquis dans divers domaines sont visibles. Et cela grâce au président Alassane Ouattara. Les populations expriment donc leur reconnaissance. Quelle satisfaction, quel ravissement, quel honneur. Les mots qui viennent à la bouche de la population ainsi qu'à la mienne, sont merci. Encore merci. Merci au président de la République. Merci au vice-président de la République. Merci au premier ministre Amadou Koulibaly. Aujourd'hui, nous n'avons pas quelque chose à lui dire, sauf que merci, lui avec ses gouvernements. Et pour que ce rythme de développement soutenu se poursuive, le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier, représentant le Premier ministre Amadou Koulibaly, exhorte les populations à faire le bon choix. Si nous voulons que cette dynamique se poursuive, faisons le bon choix lors des prochaines élections. Je vous invite donc à vous inscrire massivement sur la liste électorale afin qu'au soir du 31 octobre 2020, votre choix puisse se traduire dans les urnes et que notre candidat remporte les élections. Ne laissez pas d'autres personnes faire le choix à votre place. Cette cérémonie de lancement a été ponctuée par la remise de 2 ambulances au centre de santé de Fouena et de Ganwe. À noter que le projet de bitumage de l'axe Touba, Ferentella, Ouanninou, Ganwe, Belo, Saoula, long de 49 km, coûtera à l'État de Côte d'Ivoire près de 22 milliards de francs CFA et son délai d'exécution est de 20 mois. Loin du Bafing, ici à Abidjan, les activités de l'Observatoire pour le respect des droits de l'homme ont été lancées. L'objectif de cet observatoire est d'évaluer les processus électoraux sur la base des standards régionaux et internationaux relatifs aux droits de l'homme et elle a pour mission de veiller au respect des droits fondamentaux des citoyens au cours des élections à venir. C'est Fourazeki. Les élections présidentielles en Côte d'Ivoire, c'est pour bientôt. Le Conseil national des droits de l'homme CNDH vient de jouer sa partition. La présidente a mis ce matin en mission l'ensemble des officiers des droits de l'homme des 31 commissions régionales à travers l'Observatoire pour le respect des droits de l'homme dans les processus électoraux 2020-2021. La mission première de cet instrument, veiller au respect des droits fondamentaux des citoyens en période électorale. Dans le cadre de cet observatoire toujours, il y a une composante observation des élections. Le Conseil national va déployer dans tous les lieux de vote des observateurs afin d'accompagner de façon efficace et efficiente la commission électorale indépendante. Aimé Zébeyou, secrétaire d'État chargé des droits de l'homme, félicite le CNDH pour la mise en place de cet instrument qui vient accompagner le gouvernement et la commission électorale indépendante CEI. L'observation du processus électoral est une œuvre certes humaine, mais qui, bien outillée, permet d'atteindre les objectifs d'une élection apaisée, transparente. Cela nécessite des observateurs certaines aptitudes, l'acquisition de certaines dispositions.
La CEI, par le biais de son président, a rehaussé de sa présence cette cérémonie. Cuibière Koulibaly Ibrahim rassure les citoyens quant au respect de leurs droits dans tout le processus électoral. Comment la commission électorale protège-t-elle les droits des citoyens? À l'occasion de la révision de la liste électorale, nous avons demandé à nos compatriotes de venir massivement s'inscrire sur la liste électorale parce que c'est un droit pour eux. Nous avons fait beaucoup de campagnes permettant aux uns et aux autres de savoir ce qui se passe. Nous sommes conscients de ce que ce droit doit être respecté et permettre à la population de venir effectivement s'inscrire, que nous avons mis en place 10 848 centres d'enrôlement sur toute l'étendue du territoire, permettant ainsi de rapprocher la matière électorale de l'électeur. Pour que les élections d'octobre prochain soient apaisées, crédibles et respectueuses des droits de l'homme, le CNDH effectue déjà des missions dans le district d'Abidjan et à l'intérieur du pays. Et nous retournons à l'intérieur du pays où la coordination régionale du RHDP de Nzi vient d'organiser un séminaire qui a réuni 150 délégués représentant des structures de base. Les ministres Ramatali Bakayoko, Adama Koulibaly et le secrétaire d'État Nguessan Lataye ont invité les militants du parti à prendre part au processus d'enrôlement. Mamadou Kwasi. Ils sont 150 responsables de structures de base de la coordination régionale RHDP d'Unzi qui participent à ce séminaire de formation. Une formation de ces délégués sur les stratégies pour assurer la victoire du candidat du RHDP au soir du 31 octobre prochain. À ces responsables de base des 3 départements de la région d'Unzi, il faut ajouter les membres du bureau politique et ceux du Conseil national de la région. Tous échangent sur le thème organisation et stratégie de mobilisation pour la victoire à l'élection présidentielle d'octobre 2020 dans la région d'Unzi. Tout le monde a compris les enjeux. Et ça tombe à point nommé, parce que c'est le moment même de s'organiser pour aller faire le recensement des électeurs, pour que tout le monde puisse figurer sur la liste électorale. Environ 58 000 nouveaux majeurs doivent être mobilisés dans la région d'Unzi pour assurer la victoire d'Amadou Koulibaly, candidat du RHDP pour la présidentielle de 2020. Nos CGL sont outillés pour pouvoir réaliser l'objectif de faire enrôler les 58 000 électeurs flottants de notre région. Le plan d'action qui a été donc présenté se décline en 8 axes, 14 actions et 46 activités. L'objectif de ce plan d'action, c'est justement de faire en sorte que nous puissions travailler de façon concertée, de façon méthodique, en posant des activités qui rentrent dans le cadre justement de la mise en œuvre de ce plan-là. La coordination RHDP de la région d'Unzi se dit rassurée au terme de cette rencontre, car pour elle, les arguments existent pour convaincre davantage les populations. Qu'il s'agisse de l'approvisionnement en eau potable, la région d'Unzi était largement servie, qu'il s'agisse de l'électrification, il ne reste plus qu'une dizaine de villages à électrifier. Et puis le reprofilage des routes est en cours. Donc je crois qu'il y a bien des raisons pour que le ZI accorde sa confiance au candidat que le RHDP a choisi. Ce séminaire de formation sera désormais organisé mensuellement jusqu'en octobre prochain. Mais avant, les délégués sont invités à investir le terrain pour faire participer massivement la population à l'opération d'enrôlement et d'inscription sur la liste électorale. On s'intéresse maintenant aux activités du Monasco RHDP. Le mouvement de soutien à la candidature unique au RHDP veut prendre une part active aux prochaines élections. Une rencontre de réflexion autour de la contribution du mouvement pour l'enrôlement des nouveaux électeurs vient d'être initiée, comme nous l'explique Franck Quadio. L'élection présidentielle, c'est dans 5 mois. Le rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix entend ratisser large et met en branle ses structures pour l'accompagnement à l'enrôlement des nouveaux électeurs. Et cela à juste titre selon le Monasco RHDP, le mouvement de soutien à la candidature unique au rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP. Depuis plus de 2 ans, il y a d'autres 3 ans, il y a d'autres qui sont devenus des nouveaux majeurs. Donc c'est maintenant que le processus d'enrôlement se passe. Donc il faut les appeler pour aller se faire enrôler. Et il y a d'autres aussi qui n'ont pas de moyens. Donc il y a des personnes de bonne volonté, voilà, qui arrivent à aider par solidarité pour faire les pièces. Une formation donc pour outiller les coordonnateurs régionaux. La formation, c'est de leur parler du processus d'enrôlement et d'aller vers cette jeunesse-là
pour expliquer comment ça se passe, parce qu'un citoyen doit pouvoir avoir une pièce d'identité. Un citoyen aussi doit pouvoir voter. Un renforcement de capacité axé autour d'un thème, quelle contribution du Monasco RHDP pour l'enrôlement des nouveaux électeurs, qui aura permis de dégager des axes d'action stratégique, par exemple la détermination de messages mieux adaptés aux préoccupations de ces nouveaux électeurs, de même l'élaboration de meilleurs suivis. Après la réflexion, place alors à l'action sur le terrain. Les coordonnateurs régionaux du Monasco RHDP sont désormais mis en mission. Je rappelle, avant de refermer ce 20 heures, qu'un Conseil national de sécurité s'est réuni ce jeudi sous la présidence du chef de l'État, Alassane Ouattara. La situation sécuritaire et sanitaire était au cœur de la rencontre. Le ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, a évoqué l'attaque survenue la nuit dernière à Kafolo, dans laquelle ont péri des militaires ivoiriens, une dizaine selon le bilan. La zone attaquée dans l'extrême nord, près de la frontière avec le Burkina Faso, est sous contrôle des forces armées ivoiriennes et le CNS a également fait l'évaluation du plan de réponse contre la COVID-19. Des décisions ont été prises, notamment le maintien de l'isolement du Grand Abidjan en renforçant le contrôle aux entrées et sorties. Restons prudents, le virus circule, respectons les gestes barrières. Portez-vous bien, à demain 20h.